VOA Afrique. Le président américain Donald Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 après plus d'une décennie d'efforts diplomatiques. Des voix s'élèvent et redoutent que Téhéran reprenne son programme nucléaire militaire. Alors pourquoi cette volte-face de Donald Trump? C'est le thème de ce Washington Forum. Le président iranien Hassan Rouhani a donné aux Européens jusqu'au 12 mai pour tenter de trouver un nouvel accord qui corrigerait la situation. Mais sur le plan économique, Trump menace de lourdes sanctions tous ceux qui oseraient faire du commerce avec l'Iran. Que signifie cette décision majeure prise par le président américain? Ouvre-t-elle une période d'incertitude dans la région du Proche-Orient? Quelles en seront les conséquences? Autant de questions que nous aborderons dans cette édition. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Un bras de fer diplomatique s'annonce entre les États-Unis et leurs partenaires européens qui se sont engagés à défendre leurs intérêts commerciaux en Iran. Ceci après le retrait de Washington du traité de Vienne sur le nucléaire iranien. Deux autres signataires importants, la Russie et la Chine, ont aussi dit qu'ils allaient rester dans l'accord. L'administration Trump, elle, se prépare déjà à mettre en œuvre des sanctions contre l'Iran. Des explications d'Abdourahmane Dia. L'accord de 2015 était présenté par tous les signataires comme une victoire diplomatique pour prévenir la prolifération nucléaire, mettant fin à d'âpres négociations qui ont duré 7 ans. Raison pour laquelle l'Europe a réagi avec consternation à l'annonce du président Trump de se retirer de l'accord. C'est un élément essentiel à l'architecture de non-prolifération. Washington indique que les sanctions, levées après l'entrée en vigueur de l'accord de 2015, vont être rétablies dans les 3 à 6 mois. L'ambassadeur américain à Berlin a même déclaré que les entreprises allemandes présentes en Iran devraient diminuer immédiatement leurs opérations dans ce pays. Mais les Européens, présents à travers des compagnies comme Airbus, n'entendent pas rester les bras croisés. Pour être clair, l'Union européenne est prête à contester auprès de l'Organisation mondiale du commerce toute mesure unilatérale qui attenterait aux intérêts d'entreprises européennes. Le président iranien Hassan Rouhani souhaite rester dans l'accord avec les 5 autres pays signataires. Mais le retrait des États-Unis est vu par certains comme une opportunité pour les conservateurs iraniens. Le guide suprême était réticent à une ouverture envers les États-Unis. Mais la réalité est que c'est une bataille interne qui se déroule depuis 40 ans en Iran. On peut dire que les réformateurs ayant obtenu l'accord avaient le dessus et auraient fait davantage de progrès avec le temps si ce retrait ne s'était pas produit. Le président Trump, lui, soutient que l'accord de 2015 était très limité sur ce qu'il pouvait faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et n'adressait pas les activités de l'Iran dans la région. Quoi qu'il en soit, la décision du locataire de la Maison-Blanche a encore mis en exergue les divisions au Moyen-Orient en ce qui concerne l'Iran. Et plusieurs invités pour nous accompagner. En direct de Paris, Manaz Chilari, politologue spécialiste de l'Iran et enseignante à Sciences Po Paris. Sur Skype également à Paris, Jean-Marie Colin, vice-président pour l'initiative pour le désarmement nucléaire. Et avec moi sur ce plateau, Brett Bruen, président de Global Situation Room et un ancien diplomate américain. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Brett Bruen, je commence par vous. À quoi joue Donald Trump? Quel message a-t-il essayé de faire passer? Il est en train de montrer au monde qu'il est un homme qui va prendre d'action, mais sans prendre en compte qu'il y en a des conséquences à ces actions. Et à mon avis, ce que nous avons vu non seulement avec l'accord avec l'Iran, mais aussi avec l'accord de Paris, avec l'accord de libre commerce dans le Pacifique. Donc il est sorti aussi? Il est sorti de chaque accord sans avoir un plan.
sans avoir une stratégie, sans avoir des conditions par lesquelles les États-Unis vont reprendre des négociations, vont reprendre ses engagements. Et à mon avis, il y en a vraiment des conséquences assez graves, non seulement en ce qui concerne des questions nucléaires, mais aussi la crédibilité des États-Unis, notre rôle dans le monde. Et pour moi, ça représente la fin de l'époque américaine. Ok, donc je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que cet accord avait été signé entre l'Iran et ce qu'on appelle le groupe 5+1, donc la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et que cet accord encadrait les activités nucléaires de l'Iran afin de limiter un usage non militaire contre la levée des sanctions et de l'embargo qui pesait depuis longtemps sur l'Iran. Manaz Chilari, quelle a été la réaction des Iraniens? Est-ce qu'ils s'attendaient à cette annonce de retrait? C'est très difficile de dire ce qui était la réaction des Iraniens parce que les Iraniens sont nombreux. Donc il y a eu plusieurs réactions. Les uns ont redouté déjà parce que les conséquences économiques de la sortie des États-Unis de l'accord ont été déjà tombées. C'est-à-dire que les 3 dernières semaines, la monnaie iranienne avait perdu à peu près 25% de sa valeur. Et par rapport à l'année dernière, à la même époque, cette monnaie a perdu 50% de sa valeur. Donc, vous pouvez imaginer dans un an, la monnaie tombe à 50%. Donc, le pouvoir d'achat des Iraniens a diminué en moitié. Donc, ça montre que les Iraniens sont déjà en train de subir les conséquences bien avant l'annonce de la sortie. Ils savaient que de toute façon, les États-Unis ne vont pas rester dans cet accord. Et donc, la société iranienne, particulièrement depuis 1 ou 2 mois, est en chaos total au niveau économique. Donc, l'économie iranienne est en chute libre au moins depuis 1 mois. Alors, on va parler sur le plan nucléaire avec Jean-Marie Collin. Quel pourrait être l'élément de suspicion côté américain des missiles balistiques qui pourraient transporter un jour des ogives nucléaires? On essaye de comprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élément de suspicion. Il n'y a aujourd'hui aucune preuve qui montre que l'Iran ne respecte pas ses accords contractés en juillet 2015. Toutes les organisations qui sont en charge aujourd'hui de contrôler les activités nucléaires, donc toutes les infrastructures nucléaires civiles qui sont sur le territoire iranien, donc principalement l'Agence internationale de l'énergie atomique, indiquent bien à chaque fois ces dernières années, ils ont rendu, je crois, 10 rapports, et les 10 rapports disent que l'Iran respecte parfaitement ses engagements. Donc il n'y a aucun élément de suspicion, il n'y a aucune preuve qui sont apportées par le gouvernement des États-Unis, par Donald Trump, et c'est bien là où il y a un réel problème. Mais selon Donald Trump, le fait que l'Iran... Donald Trump a avancé que l'Iran pourrait donc développer un programme de missiles balistiques pouvant toucher des pays comme Israël ou l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une cause suffisante pour abandonner l'accord ? Non, ce n'est pas du tout une cause, puisque l'accord ne portait pas sur les activités des missiles balistiques. L'accord portait bien sur le fait de savoir pour interdire la possibilité à l'Iran de se doter d'une arme nucléaire, d'une ogive nucléaire, et pas interdire l'Iran de se doter de missiles balistiques. Donc, s'il y a une problématique au niveau des missiles balistiques, il faut tenter de négocier un autre accord, mais non pas casser celui-ci qui existe et celui qui porte sur les armes nucléaires. Donc ce sont 2 accords différents, un accord de prolifération et puis Exactement. un autre accord concernant donc ce sujet. Les activités balistiques. Je vous entends. Manaz Chilari, on sait toujours pas en fait ce que Donald Trump reproche donc à cet accord, mais selon vous, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? En tout cas, il a été très clair sur ce qu'il reproche. Il ne supporte pas cette présence régionale des Iraniens dans les conflits de Moyen-Orient. Ça, il était très clair. Ce qui le dérange, c'est ça. Et donc, évidemment, c'est la principale raison qu'il a évoqué comme sa sortie de l'accord. Sinon, il est clair que les Iraniens ont respecté les clauses de l'accord qui a été déjà signé. Mais est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qu'on devrait rajouter dans l'accord ? Ils voulaient rajouter, mais les Iraniens n'ont pas accepté. C'est-à-dire qu'ils voulaient rester à cet accord tel quel et de ne pas changer quoi que ce soit parce que c'était dans leur avantage, évidemment. D'accord. Brett Bruen, Paris, Berlin, Londres
ont pour objectif de montrer au monde que l'accord peut fonctionner même sans les États-Unis. Alors, est-ce que c'est réellement possible? À mon avis, c'est une question ouverte. En ce moment, bien sûr, les leaders d'Angleterre, de France, aussi Allemagne, essaient de se regrouper et voir s'ils peuvent supporter l'accord, supporter le processus sans les États-Unis. Mais le problème, à mon avis, c'est que en fait, je crois que c'était le ministre du Trésor américain ce matin qui a dit que les États-Unis vont sanctionner n'importe quelle entreprise qui fait des affaires de commerce avec l'Iran. Et avec cette politique assez dure, on aura des problèmes pour les pays européens, pour la Chine, pour les autres pays à faire des commerces avec l'Iran. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. On a le commentaire d'Alphonse Boaki de la République démocratique du Congo. Il dit « Par l'accord de Vienne, l'Iran s'est solennellement engagé à ne jamais chercher à acquérir la bombe atomique. La décision de retirer les États-Unis de l'accord et de réinstaurer des sanctions est une preuve que les USA ne respectent jamais leurs engagements. » Un autre commentaire de Tamboura Adama de la Côte d'Ivoire qui dit « Je pense qu'avant de prendre une décision, il faut consulter ses alliés d'abord. Cette décision n'est pas la bienvenue. » Et un autre commentaire Facebook de Junior Chiyoko de la RDC qui dit Trump a bien défini sa feuille de route, c'est America First. Donc tous ceux qui collaborent avec lui doivent se préparer en conséquence. Donc Brett, vous avez entendu nos internautes. Y a-t-il donc un problème maintenant de crédibilité, même pour le leader du monde libre? Que vaut aujourd'hui la signature des États-Unis dans un accord? C'est une bonne expression, America First, parce que ça capture un peu la mentalité de Trump, mais aussi le fait que, avec l'exemple que nous avons vu hier, en fait, c'est les États-Unis seuls. Il n'y en a pas des autres pays, sauf l'Israël, l'Arabie saoudite, les alliés, donc, qui ont donné leur soutien à Trump. Alors, Trump, c'est en ce moment en train de jouer le trompette seul, sans des autres instruments de l'orchestre. Et ça, c'est, en termes diplomatiques, vraiment de mauvaise musique et une musique qui ne va pas enchanter les autres pays, les autres leaders. Et à mon avis, America First va créer des résultats assez mauvais pour les États-Unis et pour nos intérêts. C'est très, très intéressant. On part pour une courte pause et on se retrouve après pour les conséquences de ce retrait des Américains. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nous retrouvons nos invités toujours en direct de Paris, Manaz Chilari, politologue, spécialiste de l'Iran, via Skype également à Paris, Jean-Marie Colin, vice-président pour l'initiative pour le désarmement nucléaire, et avec moi sur ce plateau, Brett Bruen, président de Global Situation Room. Dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique, Ernest Moniz, physicien nucléaire renommé et ancien secrétaire à l'énergie dans l'administration Obama, a réagi sur la décision prise par Donald Trump. Il était l'un des négociateurs américains de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien.
À mon avis, le fait d'avoir une arme nucléaire en Corée du Nord exige une négociation qui ne se limite pas aux armes nucléaires. Il s'agit de s'intéresser à l'ensemble du contexte sécuritaire dans la région. Et bien sûr, le dirigeant nord-coréen a récemment fait des déclarations intéressantes à ce sujet. Avec l'Iran, nous avons des problèmes énormes avec leurs activités régionales, du Liban au Hezbollah, en passant par la Syrie, l'Irak et le Yémen, avec des violations des droits de l'homme. Mais l'objectif principal de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien était de s'assurer que l'option nucléaire était exclue et ensuite nous continuons à fonctionner, à augmenter la pression sur d'autres choses. Donc c'est assez différent. Oui, on peut établir un parallèle, mais il existe des différences quant à l'ampleur de la situation. Comme parallèle, considérer l'aspect clé de la vérification. Une autre différence est que la société iranienne est beaucoup plus ouverte que celle de la Corée du Nord. Et nous ne pouvons pas répéter les systèmes de contrôle qui ont échoué par le passé, lorsque les inspecteurs étaient autorisés à aller seulement là où les Nord-Coréens le permettaient. Nous devons avoir la même chose que nous avons maintenant en Iran, la capacité à aller n'importe où, là où il y a des activités suspectes. Alors, on a suivi la saga nord-coréenne ces mois passés. L'exemple nord-coréen nous prouve qu'on ne peut négocier qu'en position de force. Jean-Marie Collin, pouvez-vous réagir sur les propos d'Ernest Moniz ? Ah oui, il a raison, la situation est différente. C'est vrai qu'un État dispose d'armes nucléaires, l'autre n'en a pas. Négocier en position de force, écoutez, on va voir comment ça se déroule dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on peut saluer le retour à un climat plus positif, saluer le fait qu'il y a de possibles discussions, des rencontres. On va voir ce qui va être négocié dans les prochaines semaines, puisque le président Trump et le leader nord-coréen ont annoncé qu'ils se rencontreraient à Singapour. La grande question, c'est que vont-ils négocier ? Effectivement, est-ce qu'ils vont négocier le retrait des armes nucléaires nord-coréennes ? Est-ce que ça va être un processus de paix ? Est-ce que ça va être le retrait des troupes américaines de Corée du Sud ? Les questions sont assez importantes et on verra les réponses qui seront données. Parlons des retombées possibles des sanctions américaines contre l'Iran. Et là, je pense surtout aux alliés européens des États-Unis. Jean-Marie Collin. Ça, c'est un grand piège et j'ai la sensation, d'après ce que même le ministre, par exemple, de l'économie française a annoncé aujourd'hui, que la problématique de ce droit extraterritorial que les États-Unis veulent réaliser sur toute entreprise qui n'est donc pas américaine et qui réaliserait des marchés en Iran en payant en dollars, évidemment, et qui pourrait être sanctionnée, ne va absolument pas être acceptée et est actuellement remise en cause de manière extrêmement importante. C'est vécu comme véritablement le fait que les États-Unis s'arrogent un droit international qui n'existe pas. Donc je pense que les Européens, s'ils souhaitent et s'ils veulent montrer que c'est une entité politique et économique importante à travers le monde, ils doivent résister et ils doivent créer une pression par rapport à ça et indiquer aux États-Unis qu'ils ne se laisseront pas faire. Je voudrais faire rebondir Brett Bruen à ce sujet. Alors parlons justement de cette extraterritorialité, enfin mon français, j'en perds le français, des États-Unis au niveau économique, donc sur les sanctions sur les Européens. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je crois que c'est un moment important pour l'Europe. Est-ce que l'Europe va se positionner en contre d'une politique des États-Unis qui va en contre des intérêts du monde? Et c'est une bonne question que se soulève sans une réponse parce qu'en ce moment-ci, on n'est pas du tout sûr que l'Europe, en ce moment, qui passe par le Brexit, qui passe par une certaine tension entre Merkel et Macron, va pouvoir se réveiller et se positionner en contre de Donald Trump. Mais après 6 mois, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, imaginons des grands groupes, Total, après 6 mois, ces entreprises-là, si elles ne sortent pas, qu'est-ce qui va se passer? Que les États-Unis vont reprendre toutes les sanctions qui existaient auparavant. Et en fait, la question est assez... le temps est assez court parce que 6 mois pour les entreprises pétrolières, mais pour les autres, ils ont que 3 mois. Alors, c'est une décision assez rapide
Et on va voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui se passe. Affaire à suivre. Manaz Chilari, quelles sont les conséquences directes pour les Iraniens sur le plan économique? Manaz Chilari, je ne vous entends pas. Oui, vous m'entendez? Ah, là, je vous entends très bien. Donc, je vous demandais quelles sont les conséquences directes pour les Iraniens sur le plan économique. Alors, déjà, il faut séparer les Iraniens du régime de la République islamique parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Le régime de la République islamique n'a pas une véritable assise populaire en Iran. Il ne faut pas l'oublier. Expliquez-nous. Bon, de toute façon, c'est-à-dire qu'on voit depuis un an, les Iraniens sont dans la rue, ils s'opposent aux politiques différentes de ce régime. Systématiquement, le régime iranien les supprime, les réprime. Donc, il y a une très, très grande répression, une répression extrêmement forte à l'intérieur de la société iranienne, imposée par la République islamique. Donc, vous voyez que ça ne coïncide pas véritablement. Quand il y a une relation très délicate entre la République islamique et la société iranienne, dans le sens où quand ce régime est en position forte, quand économiquement il est fort, alors les Iraniens ne voient pas les résultats. Et par contre, quand il y a une répression sur ce régime, quand, par exemple, il y a des sanctions contre le régime, ce sont les Iraniens, en premier lieu, qui doivent subir les conséquences néfastes des politiques agressives, des politiques expansionnistes de la République islamique. Donc, vous voyez, la relation est quand même très ambiguë entre le régime et la société iranienne. D'accord, je vois très bien. Merci beaucoup pour cette information. Brett Bruen, Israël, l'Iran sont dans l'actualité aujourd'hui avec les frappes iraniennes sur les hauteurs du Golan et la riposte israélienne. Israël est-il vraiment capable de bombarder comme ça les sites nucléaires iraniens? Bon, ce que nous voyons après la décision du président Trump, c'est que la stabilité assez fragile qui existait au Moyen-Orient, c'est en train de se collapser. Et on va voir un processus par lequel les pays, non seulement l'Israël, non seulement l'Iran, va chercher des opportunités pour capturer un peu non seulement de terrain, mais aussi d'influence. Et il y en auront des conséquences, à mon avis, en termes bien sûr de sécurité, en termes bien sûr de stabilité. Mais il faut aussi prendre en compte que l'Israël n'est pas le seul pays qui se met en contre de l'Iran. Nous avons tous les autres pays de la région qui s'opposent à l'Iran et ils sont en train maintenant de prendre en compte les réactions des États-Unis et de l'Israël. Vos réactions, Jean-Marie Collin? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'Israël est le seul État de cette région à disposer de l'arme nucléaire. Donc c'est important quand même à le mentionner, puisque c'est aussi une cause de tension énorme sur la zone du Moyen-Orient. Et Israël a réalisé, il est vrai, cette nuit des frappes sur le territoire syrien contre des bases iraniennes. Je ne pense pas que l'Iran aujourd'hui s'engage dans les prochains jours à frapper directement en partant de son territoire, c'est-à-dire du sol iranien sur le territoire israélien et vice-versa. Par contre, ce que l'on peut craindre, c'est que dans les prochains jours, il y a des fêtes ou des commémorations extrêmement importantes. Je pense notamment voilà, je crois que le transfert de l'ambassade des États-Unis doit se faire le 14 mai. Oui, ça peut donner un certain nombre de tensions encore plus vives. Par exemple, comme il y a un grand jour de colère qui est prévu à Gaza le 15 mai. Donc il peut y avoir des troubles plus importants sur les territoires occupés, voire directement sur le territoire israélien. Voilà. Manaz Chilari, peut-on dire alors, avec ces précédents commentaires, qu'Israël et l'Arabie saoudite sont les deux pays qui se réjouissent en fait le plus de ce retrait de Trump du dossier iranien?
En tout cas, ils sont très contents, les Saoudiens. Ils sont très contents. En général, je pourrais dire que les pays arabes sont très contents parce que quand l'accord a été signé, ils ne supportaient pas que la relation entre l'Iran et les États-Unis s'améliore et se normalise. À l'époque, on a eu plusieurs explosions de l'ambassade de l'Iran dans les pays arabes. Et là, évidemment, ce sont les premiers à se réjouir de cet échec de l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Donc le monde entier va-t-il être obligé de se plier aux sanctions américaines et de ne plus faire de commerce avec l'Iran, Jean-Marie Collin? C'est la grande question et c'est ce qui va permettre justement de conserver ou d'arrêter complètement cet accord, puisque si les entreprises décident de ne plus faire de commerce avec l'Iran, il est certain que l'Iran dira qu'elle ne reste pas dans cet accord ou alors que l'accord devient caduc. Donc tout tient aujourd'hui sur la question économique et savoir si les grands groupes internationaux comme ceux que vous avez sautés, par exemple, Total, Peugeot ou Renault en France qui construisent des voitures, vont décider de rester. Il est certain, par contre, que ça va poser des problèmes à la compagnie Airbus, puisque cette compagnie qui vend des avions, ces avions sont dotés de certains composants électroniques américains et il est clair que Airbus ne pourra pas utiliser ces composants et donc vendre des avions à l'Iran dans le futur. Donc, d'ores et déjà, pour cette compagnie, cela semble complètement impossible de poursuivre ce marché. Manal Chilari, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, il y a aussi une autre incertitude qui est liée au cours du pétrole. Et je peux rebondir sur la dernière question parce qu'en fait, il est très important de savoir que sans l'autorisation des États-Unis, aucun pays ne pourrait entrer en relation commerciale avec l'Iran. C'est-à-dire que malgré cette résistance des Européens pour pouvoir continuer leur accord, leurs contrats commerciaux avec l'Iran, il est complètement impossible. Et ils vont choper beaucoup de sanctions s'ils continuent leurs relations commerciales avec l'Iran. Donc c'est tout à fait impossible. Et selon vous, quel est l'impact sur le prix du pétrole? Ça va augmenter, bien sûr, c'est clair. Votre avis, Brett Bruen, le monde entier va-t-il être obligé de se plier donc, aux sanctions américaines? Il faut prendre en compte deux aspects différents. Le premier aspect, c'est que le marché iranien représente assez peu pour les pays européens. Et en comparaison avec le marché américain, je crois qu'ils vont... Ils ont quand même pas mal d'entreprises en Iran, les Européens. Oui, mais en termes de sa taille, je crois que le marché américain représente un marché beaucoup plus important pour les entreprises européennes. Mais le deuxième aspect, c'est que Trump a aussi pris la décision de faire un type de guerre contre l'Europe en termes de certains tarifs contre les produits européens. Et peut-être les Européens vont voir une opportunité ici pour s'opposer à Trump, non seulement en termes de l'Iran, mais aussi en termes de ce qu'il essaie de faire avec ces autres tarifs. Et on pourrait peut-être voir l'émergence d'une politique européenne qui pourrait représenter un nouvel chapitre pour le monde, un nouvel chapitre pour, comme j'ai dit au début du programme, cette fin de l'époque américaine et la nouvelle époque qui va être peut-être avec certains leaders de l'Europe, de l'Asie et d'ailleurs. Nous allons suivre justement les actions américaines et ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous nos invités et à mes collègues de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes. Vous pouvez suivre cette édition sur notre site internet et sur Facebook. Merci à tous.